Bonjour, merci beaucoup d'être venu malgré toutes les menaces. Et nous commençons avec 5 minutes de retard à mon horloge et une seulement à celle du Collège de France. Bien, alors cette fois-ci, nous voyons que nous faisons la jonction dans ce cours de conclusion sur le Shibun Yoryo, n'est-ce pas, l'essentiel du Genji de Norinaga, et nous passerons la semaine prochaine à un autre texte. Et donc, après avoir développé, lors des 2 dernières leçons, l'interprétation que fait Norinaga de l'empathie, donc du Mono no Aware, comprise donc comme l'émotion partagée entre le roman et le lecteur, nous allons voir dans cette leçon les dernières pages de son essentiel du Genji, dans lesquelles il revient encore sur cette idée et y ajoute quelques précisions que nous avons en titre. La voix de la poésie. Rappelons que son interprétation du roman du Genji, comme étant ainsi fondée sur la manipulation d'une pure émotion, interprétation qu'il avait élaborée dès la première partie de sa vie savante, est restée sienne tout au long de sa vie et de sa carrière, et qu'elle constitue de ce fait une étape importante dans son cheminement intellectuel qui le mène à redécouvrir la voie de vérité Makoto no Michi. Nous avons vu l'intérêt méthodologique ou idéologique qu'il y avait pour lui à soutenir cette thèse afin d'éliminer toute possibilité d'imposer sur ce monument de la langue japonaise qu'est le Genji une voix étrangère, une Michi. Il faudrait peut-être lire Do lorsqu'il s'agit d'une voix non japonaise. Et à la fin de son opuscule, donc, Norinaga traite plus longuement du rapport entre le poème japonais, Uta, et le roman du Genji. Alors vous savez que, évidemment, on dit waka pour le poème japonais. C'est un terme qu'utilise, me semble, de temps en temps Norinaga, mais il y répugne, évidemment, waka, comme vous voyez, c'est un terme sino-japonais, qui masque le mot purement japonais, qui est uta. D'ailleurs, un terme à l'étymologie assez mystérieuse, on n'y entrerons pas, et nous verrons tout à l'heure que waka est lu de toute façon en kundoku yamato uta, n'est-ce pas? Donc, pour lui, le poème japonais, c'est uta, c'est le terme qu'il utilise le plus souvent. Et donc, le rapport entre le poème japonais, le uta, et le roman du Genji. Après avoir souligné la différence avec les poèmes du Manyoshu, c'est ce qu'il appelle donc, il fait quand même une distinction chronologique entre les poèmes qui constituent le milieu poétique du Genji Monogatari, et vous allez voir comment, et la pré-époque qui est le Manyoshu, qui est une époque, qui est une époque de, je ne dirais pas plus proche, mais enfin qui se met davantage dans une proximité, si vous voulez, du Kojiki, ne serait-ce que par l'écriture. Et comme je vous l'ai dit, il y a dans le mouvement, non seulement de Norinaga, mais chez tous les Kokugakusha, une dynamique du déchiffrement, du décryptage des textes anciens, comme le Manyoshu, etc. Alors, une opération que vous n'avez pas à faire pour le Kokinshu. Là, vous n'avez plus que de l'exégèse ou de l'herméneutique, si vous voulez. Mais le décryptage, c'est-à-dire le fait simplement de pouvoir lire le texte, c'est le Manyoshu, le Kojiki et quelques autres textes dont nous avons vu les intitulés la dernière fois. Donc, il remet le Genji dans le contexte de son époque, au sens le plus large. Bien que celle-ci ne soit pas précisée par la romancière, Izure no Ontoki Nika, n'est-ce pas, commence le Genji, sous le règne de quel empereur était-ce? On ne sait pas exactement, elle fait une sorte de fiction historique, mais il est clair que c'est quand même plus ou moins son époque, à 2 ou 3 générations près. Donc il est clair pour lui qu'il se situe après les ères Kampyo et Engi, qui vont donc de 889 à 923. Et le roman étant datable des environs de 1000, de l'an 1000, 1008, vous saviez, nous avons fait. Donc ça fait un petit siècle auparavant, mais il y a énormément ce n'est pas du tout un roman historique, il n'y a pas de reconstitution, de tentative de reconstitution d'un temps ou d'une scénographie qui n'existe pas chez Murasaki Shikibu. Elle décrit son entourage.
Alors donc, ça situe donc dans même si les poèmes montrent une certaine évolution, n'est-ce pas? Il dit à un moment, Utanofu wa kawaritaru kotomo yaya miyure domo, bien que l'on voit qu'il y ait un certain changement dans le style des poèmes. Donc, malgré cela, même s'il en est ainsi, les mœurs restent les mêmes. Seijo no fugi jotai, parce que les fugi, oui, la situation des mœurs de la société, seijo, yo no naka. Et c'est surtout le mode de vie de la noblesse qui reste le même aussi. Vous avez cela, page 178, je crois, les lignes 7 et 8, vous avez ce que je viens de vous citer. Utanofu akawaritaru kotomo yaya miyu de domo, etc. Donc, le mode de vie de la noblesse aussi, n'est-ce pas? Kijin no fuze, kumo no ue no arisama nado tada onaji koto nari. C'est exactement la même chose. Kumo no ue, n'est-ce pas, ceux qui sont au-dessus des nuages, c'est-à-dire c'est la cour, n'est-ce pas, ceux qui sont séparés du monde terrestre, du bas peuple. Pour comprendre le Genji, il faut donc être familier de la poésie des premiers recueils impériaux. Et voyons ce qu'il nous dit. Donc, page 178 là, à la ligne 6, n'est-ce pas, qui commence par Shikareba, 178 ligne 6. C'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est peut-être un peu plus loin. Ah, Shikareba, c'est ligne 8, excusez-moi. Ligne 8. Shikareba Sandaishu, n'est-ce pas? Aussi, en étudiant les poèmes des 3 premiers recueils, alors ces 3 premiers recueils, les 3 premiers recueils impériaux, n'est-ce pas, le Chokusenshu, donc vous avez le Kokinshu en 905, vous avez le Gosenshu qui est au milieu du siècle 951, et puis vous avez le Shuishu, les glanages, qui datent de 1001, n'est-ce pas, c'est-à-dire exactement de l'époque de Murasaki Shikibu. Donc, en étudiant les poèmes des 3 premiers recueils, dans le but de comprendre les mœurs et les sentiments Fugi Ninjo de l'époque, la lecture de ce roman ne mènera à nul anachronisme. Je traduis ainsi, Jidai no Soi. Alors que le lire dans l'intention de déchiffrer, de yomu, n'est-ce pas, le Manyoshu, entraînera de grandes erreurs. Vous voyez, il fait vraiment une rupture dont tout le monde peut s'apercevoir entre le Manyoshu et ses recueils impériaux. Car les mœurs ont grandement changé. Entre les poèmes des 3 premiers recueils, l'état des sentiments n'a pas changé le moins du monde. Ils sont parfaitement semblables. Donc, et évidemment, comme le dernier recueil, le Shuishu, qu'on pourrait traduire par Shui Wakashu, la glane poétique, comme c'est exactement contemporain de Murasaki Shikibu, on ne peut que souscrire à sa remarque. Et il est inutile de souligner que les poèmes du Genji ne se peuvent comprendre et apprécier qu'en relation avec le canon littéraire qui s'est ainsi constitué en moins d'1 siècle. Évidemment, il passe sous silence le fait que le Genji Monogatari a aussi une constituante, si je puis dire, littéraire chinoise, c'est pas que nous avons vu à satiété l'an dernier. Mais ça, il n'en parle pas du tout. On retrouve ici les recommandations que faisait Norinaga dans son ultime texte, le testament intellectuel qu'il lègue à ses disciples, vous savez, le Uiyamabumi, n'est-ce pas, l'entrée en montagne, sur la nécessité de lire et relire les Monogatari, et singulièrement le Genji. Il le fait déjà ici, avec la même insistance, n'est-ce pas, page 178, alors là c'est ligne 2, n'est-ce pas, vous avez... Je crois que je me suis systématiquement trompé dans l'attribution des lignes. Enfin, donc nous avons assez. C'est la phrase qui commence par Sareba utayomam shitowa, n'est-ce pas? Ligne. Oui, alors aussi, ceux qui veulent lire et composer des poèmes, en se plongeant dans la lecture diurne et nocturne, n'est-ce pas, akekure, de ce roman, en comprenant Kokoro Ete
pleinement les mœurs et sentiments de l'Antiquité, initiés, et en prenant leur cœur pour objet. Alors ici, il donne le terme, un terme tout à fait... Oui, ah oui, c'est la ligne -2, excusez-moi, oui, je n'avais pas vu le petit... C'est -2, pas 2. Oui, donc, en prenant leur cœur pour objet, vous voyez qu'ici, il y a Kokoro sono kyogai ni nashi. C'est un terme bouddhique, évidemment, c'est l'objet de la contemplation, mais évidemment, ils ne l'utilisent plus dans le terme bouddhique. Donc, et s'assimilant leurs sentiments, apprennent à distinguer l'empathie. Mono no aware o wakimae shiru. Et alors, à ce moment-là, Tokiwa, n'est-ce pas, selon Tokiwa, les poèmes que l'on compose de nos jours, eux non plus, ne seront pas différents des antiques. Vous voyez que ça finit par ce Ima yomizuru uta mo inishie ni kawaru koto nakaru beshi. C'est un détail très important. Vous voyez que la lecture n'est pas gratuite, elle mène à quelque chose. Apprécions l'opiniâtreté de Norinaga. Il tient vraiment à mettre le mono no aware au cœur de l'expérience du lecteur. Mais nous voyons ici apparaître une nouvelle nuance qui renforce considérablement le sens que nous avons cru discerner de transitivité, n'est-ce pas, de passage d'une dimension à l'autre dans le terme de mono no aware. J'attire encore votre attention sur ce mono no aware que je ne trouve signalé nulle part dans ce sens. De l'intérieur du texte entre les personnages à la relation avec le lecteur extérieur. Et cette fois, c'est l'incitation à la création poétique. L'émotion suscitée par la narration, l'empathie avec les personnages mène le lecteur, Yomushito, à composer à son tour des poèmes. Et bien évidemment, le terme yomu, le mot yomu en japonais, comme vous le savez, a plusieurs sens. Il a le sens de lire, il a le sens de lire à haute voix, et il a aussi le sens de composer un poème. Il joue sur Uta o Yomu, comme vous savez, dans les anthologies impériales, Yomu shito shirazu, ça ne veut pas dire on ne connaît pas le lecteur, ça veut dire on ne sait pas qui a composé le poème. Yomu ici, donc il prend volontairement le sens de Yomu, et vous voyez qu'il joue entre Miru et Yomu. On a vu plusieurs fois, il emploie le terme Miru shito, le lecteur le plus souvent. Et aussi, lorsqu'il emploie Yomushito, c'est vraiment dirigé vers une autre opération qui est non seulement passive, mais aussi active. Donc c'est à partir de ce point, donc, de retour au mono no aware actif, pour ainsi dire, que commence la dernière partie du livre, avec une question rhétorique qui est donc page 179, ligne 2, cette fois, c'est-à-dire le premier paragraphe, enfin, le paragraphe qui s'ouvre sur cette page-là, n'est-ce pas? Exposons de façon plus détaillée, Kikoen, n'est-ce pas, de façon plus détaillée, comment comprendre l'empathie par la lecture de ce roman. Question certes un peu étonnante, puisque ce qui précède ne parlait guère que de cela. Mais ici, il y a de façon plus détaillée, Kuashiku. Mais cela n'est qu'un artifice, bien sûr, pour permettre à Norinaga d'ajouter ces dernières remarques que nous allons lire petit à petit. Dans ce roman, on découvre d'abord mi-shiri, n'est-ce pas? On lit, on voit et on distingue, enfin, on prend conscience des descriptions engageant l'empathie. C'est mono no aware naru suji, la ligne directrice, suji. Engageant l'empathie de ce qui est vu, entendu, pensé, touché dans toutes sortes d'événements de la société. On a koto, n'est-ce pas, koto qui veut dire à la fois le fait, l'événement. On en est ému en son cœur, sentiment provenant de pensées irrépressibles, kokoro no komeoki gataku omou yori shite. Donc on en est ému en son cœur et donc sentiment provenant de pensées irrépressibles que l'on écrit, donc que l'on couche par écrit, mono ni kakite, et vous voyez, alors ce mono, évidemment, on pourrait penser écrire sur un support quelconque, matériel, mais ici ce mono ni kakite a vraiment le sens directionnel, afin de libérer l'esprit, kokoro o hashitaru, harasu, n'est-ce pas, afin de libérer l'esprit. Toutes les pensées qui se sont nouées dans le cœur
Subete kokoro ni omoi musuboru koto wa, n'est-ce pas? C'est tout ce qui constitue un blocage. Et vous voyez à quel point le vocabulaire est proche du vocabulaire de la méditation bouddhique. Si vous lisiez le Tendai Shōshikan, par exemple, vous trouveriez par exemple presque les mêmes phrases, mais simplement Motoari no Naga, en les japonisant complètement et en l'isolant du bouddhisme, eh bien, arrive à une espèce d'expérience littéraire pure qui est en réalité dirigée par, non, ce n'est pas que lui se soit consacré à la méditation bouddhique, bien sûr, mais c'est comme qui dirait, dans l'ère du temps, c'est le Zeitgeist à l'époque de Heian, le Makashikan était, je vous l'ai dit plusieurs fois, donc la grande somme de contemplation était la Bible même des laïcs, n'est-ce pas? Donc, toutes les pensées qui se sont nouées dans le cœur se narrent aux autres, katari, ou se trouvent couchées par écrit, et par là même se trouvent dénouées et dissipées. C'est un vocabulaire de la méditation, mais la méditation, et cette fois c'est l'acte littéraire. Dans ces lignes, Norinaga nous donne une brève description de ce que font les personnages du roman. Mais l'expression est assez ambiguë pour pouvoir aussi s'étendre au lecteur, mi-shiri. Parce qu'évidemment, tout ce qu'il décrit, c'est aussi la psychologie des personnages. Le kokoro ni musuboru mono, n'est-ce pas, ce sont les héroïnes, ce sont qui s'expriment par le poème. Mais tous les sens peuvent mettre en branle l'empathie, et celle-ci, on le voit, mène directement à la création poétique qui permet de dissiper les blocages mentaux, comme on aurait pu le dire à une certaine époque chez nous aussi. Certes, ils mentionnent ensemble kataru et mono ni kakizu, mais à la phrase précédente, il n'y a que mono ni kaku. Donc, kataru implique l'acte de langage, l'acte oral. Kakizu, c'est écrire, n'est-ce pas? Mono ni kaku, vous avez deux fois. Mono ni kakizu, c'est rédiger quelque chose. Et il semble certain que c'est d'abord l'acte d'écrire qui est pris en considération par Norinaga. Le kataru, ce sont les personnages à l'intérieur du roman qui dialoguent. Il se peut d'ailleurs ici que le verbe kataru se rapporte simplement au dialogue des personnages, encore que la construction grammaticale le différencie bien de l'acte d'écrire qui suit. Quoi qu'il en soit, le mono no aware, l'empathie, est bien moteur de la création littéraire. Et nous voyons aussi que l'effet de cette dernière est de dissiper toke sanzu, n'est-ce pas? Kaisan, qui est un terme qu'on trouve fréquemment dans les Geisan, on pourrait dire dans le bouddhisme, donc qui est de dissiper les blocages psychologiques suscités par l'intensité des émotions. Mais cette dissipation des blocages est présentée par notre auteur comme indissociable du mouvement d'empathie et de l'expression littéraire. Voyons plutôt comment il l'a décrit, page 179, ligne 5, à partir Sate sono murasaki shikibu, n'est-ce pas? 79, ligne 5. J'espère que vous le trouvez. Sate sono murasaki shikibu. Bon, écoutez, nous allons perdre trop de temps. Je pense qu'il est là. En tout cas, ça commence par Sate sono murasaki. Ainsi donc, cette empathie constamment amoncelée, omoitsu moritaru, n'est-ce pas, par Murasaki Shikibu. Alors, je reprends le sujet. Elle l'a entièrement kotogotoku, elle l'a entièrement décrite dans ce roman, et elle l'a fermement exprimée tsuyoku ieru pour la faire profondément ressentir, fukaku kanze shimen atame, à son tour par le lecteur, nao miru shitoni, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est à peu près vers le milieu du. C'est vers le milieu du. Et c'était à la fin de la cinquième ligne. Hein. De la sixième, oui. À partir de cette première remarque, qui implique déjà une intentionnalité définie de l'autoresse que Norinaga assume, il se lance dans un développement assez confus que nous allons tâcher de suivre, puisqu'il montre sa conception de la relation extratextuelle entre roman et lecteur, qui va ensuite se prolonger entre l'autoresse et le lecteur.
ou la lectrice, si vous voulez. C'est page 179, ligne 7, n'est-ce pas? Sareba kore o yomu, page 179, ligne 7, Sareba kore o yomu hito. Il faut savoir que cet ouvrage, Sho, mène à son point culminant l'empathie, sans rien en laisser échapper. Je vous l'ai donné ici pour que vous la voyez bien. Mono no aware naru koto no kagiri wa kono sho ni moruru koto nashi to shiru beshi. Bon, je vous épargne les possibles influences bouddhiques qu'on a là-dedans, mais enfin, en tout cas, c'est bien. Et kagiri, on verra aussi plus tard, kiwami, n'est-ce pas, kiwamu, kagiri, on va à l'extrême de ce que l'on peut, de ce que le cœur et la pensée humaine peuvent déchiffrer. Donc, c'est en cette seule phrase est donné le but fondamental du roman de Murasaki Shikibu, Mono no aware naru koto no kagiri wa. Kono sho, il faut peut-être lire ici kono fumi, n'est-ce pas, plutôt. Ainsi donc que ceux qui le lisent pensent en leur cœur qu'ils doivent vraiment en être ainsi et en soient touchés, revient à ce que les lecteurs prennent conscience de l'empathie. On a vu ce Genisamo Arubeki, en lisant ce que font les personnages, les lecteurs se trouvent persuadés de la vraisemblance des sentiments. Ce Genisamo Arubeki, n'oubliez pas, je le redirai encore, c'est semblable au mot Makoto, et c'est la vérité du roman. Vous savez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, c'est l'une des questions que se posaient les moines dans le no Genji Kuyo. Est-ce que tout cela est vrai? Et c'est toujours, Norinaga donne la réponse, oui, c'est vrai, mais c'est une vérité psychologique. Donc, il revient, est-ce que tout cela est vrai? Et ce Geni Samo Aram, il doit en être vraiment ainsi, répond à la question. Mais la dimension de réalité envisagée n'est pas la même, probablement, que celle que nous avions dans le No Genji Kuyo. Il s'agit ici d'une véracité plutôt qu'une vérité, la vérité des sentiments exprimés par la romancière qui déborde chez elle aussi, n'est-ce pas? Murasaki Shikibu ga tsuneni omoi tsumoritaru mono no aware. C'est chez elle aussi que ce mono no aware bouillonne, car elle est la première à ressentir de l'empathie pour ses personnages. Il poursuit donc ensuite sur cette idée, c'est la ligne 9, Sayo ni, que vous retrouverez, hein, c'est Sayo ni kanzeshimem ga tameni, afin donc, je vous lis ici, afin de susciter un tel sentiment, elle a décrit Kaki Nashitaru, avec une particulière profondeur, Kotosarani Fukaku, l'empathie des personnages. En raison de cette description en profondeur, il répète, n'est-ce pas, on en vient facilement au sentiment, Shito no kanji yasukute, et la prise de conscience de l'empathie, Mono no aware o shiru koto, se fait d'autant plus facile et profonde. La ligne est donc bien tracée. Description, sentiment, empathie. Et il décrit un peu plus en détail cette procession, entièrement psychologique, bien sûr. C'est page 179, la ligne, à partir de la ligne -3, qui commence par Tatoeba, vers la fin de la ligne. Par exemple, en lisant la description de l'état d'esprit, Kokoro no yo, des personnages plongés en des réflexions, d'une profondeur absolue, Warinaku Fukaku, le fait d'estimer qu'il doit en être vraiment ainsi, encore une fois la même expression, Geni sanimo arubeki koto, revient à pénétrer intuitivement, suisatsu shite. Le terme suisatsu est important ici. La dernière ligne, c'est vers la fin de la dernière ligne de cette page. À pénétrer intuitivement le cœur de ces personnages et à prendre conscience de l'empathie ressentie à leur égard. On remarque l'irruption dans cette phrase d'un terme qui va se retrouver souvent répété dans les pages suivantes. Suisatsu suru. Suisatsu su. Verbe sino-japonais que l'on pourrait considérer comme synonyme de suiryo suru. Suiryo su en classique, et qui pourrait alors être lu oshi hakaru. On trouve ce terme aussi parfois, de chez Norinaga. Et qui pourrait être lu oshi hakaru, on retrouvera tout à l'heure hakaru d'ailleurs, en lecture explicative.
Et d'ailleurs, on sait que Norinaga aime jouer sur la possibilité de lire ces composés sino-japonais en kundoku aussi. Ce suisatsu, il n'est pas dit qu'on ne le lise pas ici, oshihakaru, ou tout simplement oshimiru, mais c'est peu probable. Le sens est donc d'observer attentivement sasu, n'est-ce pas, afin d'élaborer à partir de cela une conjecture, sui. Le terme d'intuition, encore une fois analysé étymologiquement, du latin intuere, c'est regarder dans, ça correspond un peu à l'anglais insight, n'est-ce pas? Regarder à l'intérieur, qui rappelle le terme homoi itaru que l'on vient de voir. Mais le terme évoque malgré tout une lecture consciente et inquisitoriale en quelque sorte. Il s'agit d'observer les actions des personnages pour en comprendre les motifs psychologiques. Nous avons ici une description beaucoup plus volontariste de l'action du lecteur dans la production de l'empathie. Ce serait l'intention de comprendre qui la provoquerait. Et Norinaga poursuit ainsi sa description du personnage, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas? Sono suisatsu suru yue wa, quant à la raison pour laquelle on procède à cette observation intuitive. C'est à cause de la description détaillée des motifs iware conduisant à telle réflexion que par leur lecture, soleomite, on pénètre intuitivement. Et on pénètre intuitivement leur pensée, le kokoro, n'est-ce pas, la pensée des personnages. Cette phrase peut sembler tout simplement être une lapalissade, ou pour le dire de façon plus grandiose, une tautologie. Mais Norinaga va avancer un peu plus dans son analyse, et nous allons voir que nous risquons de déboucher sur quelque chose comme l'intuition et réflexion. C'est page 180 à partir de la ligne 2, Yorozu. Page 180, la ligne 2, n'est-ce pas? Yorozu no koto. Donc, Yorozu no koto, mina, etc. Il en va de même de tous les événements narratifs, n'est-ce pas, koto, en faisant correspondre hikiawase, tel événement ou tel objet, koto, avec telle pensée, kokoro, telle réflexion, omoi, vient à l'existence, en correspondance avec telle chose, kayo kayo no koto ni atarite. En entendant telle ou telle chose, on pense de telle ou telle façon. En voyant telle ou telle chose, on a tel ou tel état d'esprit. Et en examinant ainsi intuitivement, suisatsu, les myriades d'événements, yorozu no koto, on parvient alors, par la lecture du roman, Monogatari o Mite, à comprendre l'empathie. Après cette esquisse assez abstraite de l'art de la lecture, Norinaga va nous donner quelques exemples plus concrets, dont nous allons vite comprendre à quel but il mène. C'est page 185, ligne 5, Kaku no gotoku ni Monogatari no naka no, n'est-ce pas? Page 180, ligne 5. C'est tout à la fin de la ligne 5 et le début de la ligne 6. Alors, de cette façon, quand l'on a soigneusement examiné, yoku yoku suisatsu shite, quand on a soigneusement examiné et compris toutes les sortes d'événements, arayuru koto, du roman, les actions des personnages, shitobito no shiwaza, et leur état d'esprit, shitobito no kokoro, on finit par comprendre les mœurs et sentiments fugi ninjo de l'Antiquité, comme la paume de la main, tanagokoro o sasu nagotoshi, n'est-ce pas? C'est une phrase bien connue, comme le fait de montrer du doigt la paume de sa main. L'état d'esprit en contemplant les fleurs est telle chose. L'état d'esprit en contemplant les fleurs est telle... L'état d'esprit en contemplant... excusez-moi. En contemplant la lune, pardon. Dans l'état d'esprit en contemplant les fleurs, l'état d'esprit en contemplant la lune, et l'état d'esprit au printemps est telle ou telle chose. L'état d'esprit à l'automne, tel ou tel état. L'état d'esprit en entendant le coucou est telle chose. Les pensées quand l'on aime telle ou telle chose. Le chagrin de ne pouvoir se rencontrer est telle chose. La joie de se rencontrer est telle chose. Tout cela décrit en détail, de façon qu'en l'examinant, en le rapportant complètement à son propre état d'esprit. Kokoro ni koto motoku shikiatete. On comprend clairement le sens de ce qui doit être vraisemblable. Et de ce fait, l'on comprend l'empathie. Ce qui présente
Alors voilà, donc il décrit le sentiment du lecteur, et la conclusion, c'est ce qui présente le plus grand avantage, yaku, lorsque l'on fait à son tour des poèmes. Ima uta yomu toki. Tout cela, donc vous voyez que toute cette étude n'aurait pas de sens si l'on ne venait pas à soi-même créer des poèmes. Le Nolinaga ne s'adresse pas à des lecteurs, il s'adresse à des créateurs. Tout le sens de ce développement est dans la chute. L'entier processus de la production de l'empathie à partir de l'examen intuitif des motivations mentales des personnages des romans et la perception de leurs actions et leurs pensées telles qu'elles sont décrites dans le roman résonnent en nous. Et ce long chemin prend tout son sens dans notre propre acte créateur, lorsque nous composons à notre tour des poèmes japonais, uta. La contemplation, bien sûr, il n'en parle pas, mais faire des poèmes chinois, comme le font la plupart des gens à son époque, vous vous souvenez de nos introductions liminaires, nous avons passé 2 ou 3 cours à décrire l'état culturel du Japon de Motoori Nolinaga, n'est-ce pas? Où ce sont les lettres chinoises qui tiennent le haut du pavé. Mais évidemment, ça serait, tout cela, ça serait... Tout ce qu'il raconte ici serait incompatible avec la création de poèmes chinois. Les poèmes chinois, on ne sentirait pas l'émotion, il n'y aurait pas de mono-no-empathie, parce qu'on ne pourrait pas juger du Samo Harubeki, n'est-ce pas? Ça doit être Geni Samo Harubeki, ça doit être réellement comme ça. On ne peut pas juger de la réalité d'un poème chinois. La contemplation du lecteur. L'interaction entre l'intentionnalité de l'autores et l'empathie du lecteur ne saurait être passive. Elle ne peut qu'aboutir à une résonance concrète comme création poétique. Et nous voyons dès lors dans quelle direction Nolinaga va infléchir son interprétation de la portée du Genji Monogatari. Et évidemment, comment cela se relie directement à sa pensée plus générale, à sa philosophie plus générale du Makoto no Michi, de la voie véritable. Le paragraphe suivant, alors c'est le page 180, le dernier paragraphe, donc c'est 2 lignes avant la fin, n'est-ce pas, s'ouvre sur une affirmation décisive. Uta no idekuru, n'est-ce pas? Ita no idekuru moto wa mono no are nari. L'origine de la poésie est l'empathie. Tout le monde au Japon ne peut que rapprocher cette sentence de la préface en japonais du Kokinshu, Yamato Uta. Yamato Uta, vous voyez que c'est simplement la lecture, ça a l'air très très japonais, mais c'est la lecture de Waka. Yamato Uta wa shito no kokoro o tane to shite, yorozu no koto no ha tozo narerikeru. Donc le poème japonais ou la poésie au Japon a pour germe, pour graine, le kokoro, le cœur des hommes, et elle s'épanouit, elle se réalise, elle se concrétise. Naru, c'est pas le verbe, c'est le verbe devenir, bien sûr, mais c'est le verbe devenir au sens de devenir un fruit, n'est-ce pas? Le tané, l'aboutissement du tané, du germe, c'est le fruit qui se produit, qui est naru, et il se réalise dans les myriades de kotonoha, les paroles, les feuilles des paroles. Et vous voyez qu'en disant kotonoha plutôt que kotoba, c'est un terme plus poétique évidemment, mais vous avez bien le koto qui est mis en évidence. C'est le même koto que celui sur lequel travaille Nolinaga. Donc, évidemment, ça ne peut faire penser qu'à cela. Et il est clair que pour Nolinaga, le poème prime le roman. Cela n'en deviendra que plus évident à mesure que l'étude le fera aller vers l'Antiquité, plus haute encore, celle du Kojiki. Mais nous voyons s'esquisser ici sa conception du rôle du roman comme intermédiaire entre l'émotion, l'empathie et le poème, tout spécialement pour le lecteur moderne. Et page 180, donc, sono mono no aware o shiru ni wa, n'est-ce pas? Pour comprendre une telle empathie, rien ne saurait dépasser la lecture de ce roman.
le Kono Monogatari. Alors ici ce Kono Monogatari désigne bien le Genji. Vous savez qu'il aurait pu, il utilise parfois le terme au pluriel. Hein. Il parle parfois de Monogatari Domo pour parler du genre romanesque de l'époque. Mais là, donc, s'il avait voulu le dire, comme disait l'autre, il l'aurait dit. Donc ici, il désigne vraiment le Genji. Ce roman, en effet, provient de l'empathie qu'a comprise Murasaki Shikibu. Et l'empathie perçue par les lecteurs actuels, Ima Mirushito, provient à son tour de ce roman. Ainsi, le roman n'a-t-il d'autre sens que de recueillir par écrit, kaki atsumete, c'est un terme que l'on a déjà vu, l'empathie, et de la faire connaître au lecteur. Et le lecteur, Yomushito, n'a-t-il d'autre intention que de connaître l'empathie? Cela est l'intention profonde de la voix de la poésie. Kore, kado, uta no michi no hoi nari. Moto no kokoro. Arrêtons-nous un court instant sur cette phrase décisive et savourons tout d'abord le jeu des termes utilisés par Norinaga, qui désigne tout d'abord par gi. Si vous regardez, le roman n'a-t-il d'autre sens que de recueillir par écrit? Gi, n'est-ce pas? Et n'a-t-il d'autre intention? I ou kokoro. Le I de Imi peut se dire kokoro aussi. Donc, il utilise un terme chinois, gi, et un caractère chinois, mais à lire en japonais, kokoro ici. Alors évidemment, ce terme de gi est souvent utilisé en chinois comme opposé à la lettre, n'est-ce pas, bun, et il signifie le plus souvent le sens tel qu'il est exprimé par l'écrit, sens superficiel ou non, tandis que le second, aussi lu kokoro, signifiera le sens plutôt caché, celui qui est latent dans la conscience de l'auteur du texte. Les deux caractères se trouvent unis dans le binôme i-gi, vous connaissez, qui réunit précisément les deux dimensions. Et si nous voulions systématiser, peut-être au-delà du raisonnable, mais pour l'instant je le dis assez brusquement, si nous voulions systématiser les deux nuances, nous dirions que le gi est tourné vers l'extérieur, le i concernant plus l'intériorité de celui qui écrit. N'oublions pas l'acception scolastique du terme gi, dont nous avons souvent répété qu'elle se traduisait fort bien en français par le mot dogme. Vous vous en souvenez, dans le bouddhisme, gi, c'est le sens porté par le texte, mais c'est le sens qui devient un motif de réflexion, scolastique. Et le dogme ne se trouve pas intégralement porté par la lettre. C'est pour ça qu'on distingue bun et gi, car n'oublions pas qu'il se comprend à plusieurs niveaux. Le gi est susceptible de plusieurs interprétations. Et pour une même expression littérale, il y a une pluralité de sens possibles. Mais ces sens se laissent définir par des critères précis, fondés sur le contexte, soit du niveau du pratiquant, soit de la doctrine dans laquelle ils apparaissent. Si vous lisez des textes scolastiques Tendai, et puis d'autres écoles, mais le Tendai a particulièrement systématisé ça, vous trouverez bien sûr la même lettre, bun, et vous trouverez un gi, donc un dogme sur lequel réfléchir, dépendant de la lettre, mais dont le sens plus profond va être déterminé par le niveau de la doctrine dans lequel la lettre s'est exprimée. Donc le gi, c'est le sens au-delà de la lettre, mais ce sens a lui aussi plusieurs niveaux. N'est-ce pas ? C'est donc quelque chose qui est tout à fait scolastique, et c'est amusant de voir qu'il distingue ici le gi du i kokoro, qui est vraiment la rencontre directe et qui correspondrait peut-être au quatrième des sens, enfin je n'entre pas possible. Donc l'intention, le i, le kokoro, est purement subjective et ne dépend que des émotions du cœur au moment où l'expression littéraire est réalisée. Il n'est pas question ici des procédés de méditation sur le texte qu'implique le gi. Cette intentionnalité en son intégrale sincérité, c'est l'intention foncière. Hon-i, ou plutôt hoi. On peut lire hon-i ou hoi, et quand on lit hoi, évidemment, c'est plus japonisé. Vous voyez, la disparition de la nasale finale de hon donne un terme qui peut passer dans un poème japonais. Et ça passe pour un Yamato Kotoba.
Nous avons vu que Norinaga utilise ce terme à propos de l'intention première de la romancière, mais hoi désigne avant tout l'intention poétique d'un poème, le sens et l'intention de sa création. Ici, Norinaga en élargit la portée à la voie de la poésie en général. Bien que le composé binôme kado se lise à première vue en sino-japonais, ici, c'est-à-dire kado donc, nous savons que Norinaga, même quand il garde la lettre bun, n'est-ce pas, et le sens gi de ces expressions savantes sino-japonaises, aime à les réaliser oralement en pur japonais. Et parfois, d'ailleurs, nous avons quelques indications qui montrent, lorsqu'il réécrit en katakana, en hiragana à côté, nous savons qu'il y a le sens. Par exemple, vous vous souvenez que Gakumon est lu très fréquemment chez lui comme monomanabi. Et il est très probable qu'il ait ici oralisé le composé kado en utanomichi. Ce saut, encore une fois transdimensionnel, du monogatari à la voie de la poésie, cette identification, et c'est la logique du soku, du sunawachi. Il utilise à plusieurs reprises le mot sunawachi, n'est-ce pas, qui est banal en japonais, mais je vous ai déjà dit que ce sunawachi, et vous avez vu d'ailleurs qu'il l'utilise dans sa réfutation de l'interprétation bouddhique du Genji Monogatari, dans le Bonno Sokubodai. Les passions, c'est l'illumination. Vous avez le soku, c'est le sunawachi. Le sunawachi identifie deux choses. Et donc, cette identification qu'il propose entre le mono no awade et la poésie, c'est cette force unificatrice, c'est le monogatari. Donc les deux, les monogatari et poésie, sont liés par le mono no awade. Il nous faudra revenir sur la question, mais posons d'ores et déjà que Norinaga ne fait que poursuivre un long mouvement historique d'identification de la voie de la poésie. D'identification à quoi, vous allez dire? À autre chose à chaque fois. Jugée à telle époque fondamentale. Nous avons vu qu'à la fin de l'époque de Heian et de l'époque de Kamakura, qui est donc l'époque de Jien, le kado, la voie de la poésie, étant identifié, sunawachi, à une autre voie qui est la voie de Bouddha, tout simplement, Butsudo. C'était une première identification. C'était à elle, à la voie de Bouddha, que s'identifiait la voie de la poésie. C'est le fondement même du Honji Suijaku, n'est-ce pas, de la philosophie de l'assimilation des Bouddhas et des kami. Et en même temps, c'était sur cette idée que reposait la notion du uta, du waka, du poème japonais, comme dharani. C'est-à-dire que, donc, dès l'époque de Kamakura, on avait identifié les deux. Retenez cette identification parce que vous allez voir que ça nous mène un peu, ça nous mènera au but, bien qu'il soit tout à fait différent. Donc, il y avait déjà cette identification. Et maintenant, Norinaga identifie encore le kado à autre chose. Donc, qu'est-ce qui reste des deux identifications? C'est à chaque fois le kado, utanomichi, n'est-ce pas? C'est le seul terme pérenne des identifications qui s'opèrent le long des siècles. La voie de la poésie identifiée à autre chose. C'est donc elle qui est élaborée en essentiel immuable, hontai, de l'âme japonaise, du Yamato Gokoro. Vous voyez que c'est à chaque fois on retombe sur utanomichi, c'est la logique du mot, du verbe, revient là-dessus. Le reste du paragraphe ne fait que prolonger cette révélation du sens profond, de l'intention profonde de la voie de la poésie. Donc c'est page 180, ligne 3, n'est-ce pas? Mono no awade o shiru yori. Il n'est pas de roman, monogatari, hors de la connaissance de l'empathie, ni de voie de la poésie. Vous voyez, cette fois, il met les deux ensemble. Et c'est pourquoi il n'est pas de voie de la poésie hors de ce roman, kono monogatari, du Genji, que les érudits, les gakusha, méditent bien cela, yoku yoku omoi hakarite. Vous voyez ce omoi hakaru qui ressemble beaucoup à suisatsu. Et tiennent pour indispensable, yoseyo, de prendre conscience de l'empathie. Car cela revient
Tsunawachi encore, à connaître ce roman. Et cela revient à comprendre Satoru, la voie de la poésie. Et vous voyez que tout cela, cet assemblage de termes, ce Tsunawachi, qui a une résonance crypto-bouddhique, ce Satoru qui veut dire comprendre, mais qui est aussi la compréhension, bien sûr, dans le bouddhique, n'est-ce pas, le Satori du Zen, eh bien, nous sommes dans la même logique, simplement Norinaga ne le dit pas. Il est informé, il a été formé littéralement et il connaît les textes bouddhiques, il connaît au moins les critiques. Nous avons bien vu qu'il avait lu Tominaga Nakamoto, donc s'il a lu Tominaga Nakamoto, il connaît l'essentiel de la scolastique Tendai. Donc il utilise toute cette armature réflexive bouddhique pour mener à bien sa propre démonstration. Ainsi, dans les dernières pages de son opuscule, Norinaga impose à son lecteur un nouvel élément, un élément décisif pour comprendre et justifier l'importance du Genji Monogatari, c'est la voie de la poésie. Non seulement le Genji est la propédeutique indispensable aux modernes, aux savants érudits, aux philologues, il parle des gakusha. Lorsqu'il parle des gakusha, ici, oui, j'ai traduit par érudit, n'est-ce pas, bon, lu littéralement en japonais, ce serait manabu mono. On peut apprendre à tout niveau, mais évidemment le mot anglais student est bien d'ailleurs, parce que student veut dire à la fois un étudiant et quelqu'un qui étudie quelque chose plus, presque un érudit aussi. Donc, il faudrait traduire comme ça. En tout cas, ici gakusha veut dire aussi kokugakusha, n'est-ce pas, spécialiste, celui qui se consacre à l'étude de la philologie japonaise, qui constituent l'essentiel des auditeurs et disciples de Norinaga. Donc le Genji est une propédeutique, il faut le tenir pour essentiel, yo-zeyo, mais il n'est autre que la voie de la poésie elle-même. Et le mononawade, l'empathie qui fonde le roman, est aussi à l'origine de cette voie, comme nous l'avons vu ici, n'est-ce pas ? Selon sa méthode, à laquelle nous sommes à présent habitués, Norinaga va consacrer les toutes dernières pages à retourner sur ses ruminations en y incluant cette fois l'identification à la voie de la poésie qu'il vient de rappeler. Au risque de lasser les plus aguerris, nous allons malgré tout lire ces pages, qui sont importantes pour comprendre le lien logique qu'il établit avec la suite de sa réflexion, celle qui le mènera à la mythologie de la voie des dieux. Il reprend donc à partir de sa critique des commentaires imprégnés de mentalité chinoise et qui voit partout du confucianisme et du bouddhisme. C'est page 181, paragraphe 2, n'est-ce pas ? Shikaru ni shosho no omomuki. Et cependant, la teneur des commentaires, donc les différents commentaires qu'il a étudiés avant de se lancer en se lançant lui-même dans l'étude du Genji, mais il a vraiment fait le tour des grands commentaires encyclopédiques de l'époque d'Edo. Donc la teneur des commentaires tend à faire de l'édification morale, vous vous souvenez, imashime, la remontrance, le sens profond, le sens foncier, hoi, il reprend encore le sens hoi de ce roman, afin d'amener le lecteur à rectifier sa conduite. Sono mi no imashime to seshimu. Cela constitue un obstacle diabolique à la compréhension de ce roman. Ma. Il arrive ici avec un nouveau terme qui va imprégner toute la fin de son opuscule, n'est-ce pas ? Le ma. Le terme ma est bien sûr un terme bouddhique, encore une fois, je n'invente pas, n'est-ce pas ? Je suis désolé, mais c'est comme ça, qui, par-delà la translittération abrégée du sanskrit mahara, n'est-ce pas, la mort, et qui est aussi le chef des démons, désigne le démoniaque et les choses démoniaques, maji, n'est-ce pas, magoto, qui est l'appellation générale de tout ce qui fait obstacle à la délivrance. La délivrance, c'est satori, n'est-ce pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout cela empêche de comprendre. On ne soupçonnera pas Norinaga de l'utiliser dans ce sens bouddhique. Il n'en garde plus que le sens d'obstacle intellectuel. Mais l'image lui plaît d'autant plus qu'il en use dans un contexte où le bouddhisme a aussi sa place et joue précisément ce rôle d'obstacle démoniaque. Vous voyez, il va faire on voit bien qu'il a le bouddhisme, et il est conscient du sens bouddhique de ma, puisqu'il l'utilise pour
transformer le bouddhisme, le Butsudo lui-même, en ma, n'est-ce pas, un obstacle. Alors, je vous lis ici, c'est donc le paragraphe 2, ligne 2, ce qui commence par Karisome. N'allez pas le moins du monde le lire, ce roman, dans l'intention de vous édifier moralement. Imashime no kokoro o mote. Pour ma part, Mado, c'est quelque chose que je n'ai pas donné dans la liste des pronoms parce qu'il n'est pas utilisé en Kambun, dans la liste des pronoms personnels sino-japonais. Mado est très souvent utilisé par Norinaga pour se désigner lui-même. C'est un vieux terme très, très japonais. Pour ma part, c'est à cause de la tristesse que j'éprouve, Kanashibu Yueni, à voir les érudits égarés par cet obstacle diabolique, incapables d'accéder à la compréhension du texte. Vous voyez, Satoru, le ma, c'est vraiment ce qui empêche de Satoru, Koto Ezaru, que je me livre à des exposés aussi détaillés, afin de manifester l'intention profonde de l'autoresse, Sakushano Hoi o Arawashi, et résoudre les perplexités des érudits, Gakusha no Madoyo Tokashimu. Norinaga revient donc à ces vieux démons, ou plutôt aux vieux démons de ses prédécesseurs, qui se sont évertués à voir d'une façon ou d'une autre une intention morale, un dessein d'édification morale dans le Genji, ce qui est pour lui l'exact opposé de son intentionnalité première, de son hon-i, qui est de communiquer la chaleur de l'émotion humaine dans un échange empathique. La morale ne peut que refroidir cette chaleur des sentiments. Somo somo, imashime no kata ni hikiru, la phrase qui commence, page 180, paragraphe 2, ligne 4, j'espère que c'est bien ça, parce que je n'ai plus la page sous les yeux. Donc, somo somo, imashime no kata ni hikiru. Ainsi donc, si l'on se demande pourquoi, ikani to yuni, pourquoi l'on juge, Iware, l'énoncé, la sentence, pourquoi l'on juge que tirer ce roman du côté de l'édification morale constitue un démon ou un obstacle démoniaque? C'est parce que le lire dans une intention moralisante, imashime no kokoro o mote, constitue un obstacle au roman, monogatari no samatage to naru. Et si l'on demande en quoi cela constitue-t-il un obstacle, c'est que le lire en tant que récit d'édification, c'est en refroidir l'empathie. Samasu. Samasu, qui ici ne veut pas dire éveiller un, ça veut dire refroidir, attiédir. C'est en refroidir l'empathie, ou attiédir l'empathie. N'est-ce pas le démon qui menace le roman? Et n'est-ce pas non plus le démon qui menace la voix de la poésie? Vous voyez, les deux sont mis ensemble. Donc, le mono no aware est une sorte de bouillonnement, de chaleur psychologique. On devient chaleureux, n'est-ce pas? Et si l'on commence à, bien sûr, mettre de la morale là-dedans, tout cela retombe comme un soufflet. Donc, l'utilisation du verbe samasu est intéressante. Il peut signifier refroidir ou éveiller. Mais éveiller au sens ici de faire sortir quelqu'un de l'ivresse, lui redonner la tête froide et donc de l'empêcher d'accéder à un état de perception autre. On pourrait retrouver, toute proportion gardée, la différence que faisait Florence Dupont, notre collègue la grande latiniste, n'est-ce pas, entre culture grecque classique, qu'elle appelle chaude, et la culture latine froide, parce que c'est en quelque sorte du réchauffé de la culture grecque. Puisque cette culture froide est engagée dans un rapport d'imitation indirecte. La morale refroidit bien sûr la chaleur pathétique du transfert des émotions à partir des personnages, en train de commettre ce qui ne pourrait être perçu que comme des fautes morales. Ce n'est pas du tout l'intention de la romancière. Et l'on voit encore une fois Norinaga passer directement avec le même argument du roman à la voie de la poésie. Et les phrases qui suivent, un peu complexes dans leur enchaînement, je suis désolé, mais il faut passer par là, semblent malgré tout reconnaître une certaine utilité à l'instruction morale. Il ne le nie pas, hein, ce n'est pas un anarchiste, ou à moins que ce ne soit qu'une constatation objective sur les effets de cette instruction. Mais enfin, il le dit, n'est-ce pas? C'est la ligne -2 de la page 181. Sate, imashime no kata ni mirunga. Aussi, si l'on demande en quoi lire en se mettant du côté de l'édification morale,
refroidit l'empathie, c'est que dans l'instruction morale, kyokai, là, il prend le terme sino-japonais, n'est-ce pas, pour bien mettre les points sur les i, c'est que dans l'instruction morale du confucianisme et du bouddhisme, en ce qui concerne les sentiments des gens, il y a de quoi les éduquer, sodate chozi shimuru koto, et de quoi les réprimer, osae imashite todomuru koto. Et en conséquence, pour ce qui est de comprendre l'empathie, il y a de quoi l'éduquer du côté de cette instruction morale, mais aussi, et en abondance, de quoi la réprimer. C'est-à-dire que l'édification morale pourrait donner un certain... remettre en quelque sorte l'empathie sur le droit chemin, mais en même temps, elle la refroidirait. C'est pourquoi, lorsqu'on lit le roman du côté de cette instruction morale, du fait que le plus souvent, la compréhension de l'empathie s'en trouve réprimée, en la lisant dans une telle disposition d'esprit, l'empathie se trouve refroidie. C'est pourquoi cela constitue un obstacle, et même un obstacle démoniaque. Donc, l'instruction morale est bien une instruction qui, d'un certain côté, développe l'esprit du côté de la formation morale, mais de l'autre, empêche le mono no aware de se donner libre cours, puisqu'il ne peut être perçu que comme moralement blâmable. Il y a bien une différence de nature entre le roman, le Genji Monogatari, et les autres livres que nous voyons, page 182, n'est-ce pas, à partir du paragraphe 2, Kono Monogatari mo Kado mo, ce roman, de même que la voie de la poésie, on pourrait dire ici Kono Monogatari mo Uta no Michi mo, n'a pas pour intentionnalité foncière la voie du confucianisme et du bouddhisme. Comme l'empathie des êtres est leur intentionnalité foncière, les comprendre comme ne faisant qu'un avec ces ouvrages académiques, Michi-Michi Shosekito, c'est aller grandement à l'encontre de leur intention primordiale. Donc le Genji, qui est la voie de la poésie pour son époque, n'a rien à voir avec les autres ouvrages. Et à partir de là, Norinaga s'élance dans l'un de ces développements répétitifs dont il a le secret, mais que nous sommes obligés de lire pour en comprendre la fin. C'est donc la ligne 2 du paragraphe 2, n'est-ce pas, de cette même page, sur les Ore no Tatsuru Tokoro. Le comprendre en mélangeant en une seule ces diverses voies, sans distinguer, wakimaezu shite, l'intention foncière établie pour chacune d'elles, ni le caractère variable de leur utilité, mochi dokoro, n'est-ce pas, n'est que pure ignorance, ito kudaki, koto, nari. Le confucianisme a une intention foncière établie par le confucianisme. Le bouddhisme a une intention foncière établie par le bouddhisme, ou par le Bouddha, c'est Butsu Hotoke ici. Le roman a une intention foncière établie par le roman. Vouloir faire correspondre à toute force l'un aux autres n'est qu'amalgame arbitraire. Fukai no tokigoto, ou fukai no setsu. Donc, après ces énumérations tautologiques, Norinaga reprend un terme qu'il a déjà discuté, mais qui va venir ici clore son exposé. C'est donc page 182, paragraphe 2, ligne 6, Uta Monogatari, un autre terme, Uta Monogatari. Expliquer un roman poétique, un roman poème, un roman de poème. Je traduis ici pour faire rapide, roman poétique, mais vous voyez de quoi ça parle, n'est-ce pas? Expliquer un roman poétique par l'intention foncière qu'établit le roman poétique est orthodoxe, seisetsu, tadashiki tokigoto. Vouloir plaquer, shikikakuru, l'intention foncière d'ouvrages étrangers, soto no shoseki, aussi bon qu'ils puissent être, sur un roman poétique, est un amalgame hétérodoxe, jasetsu. Jasetsu, et vous voyez encore une fois, c'est la terminologie bouddhique et confucianiste aussi. Vouloir aussi attirer les romans poétiques du côté de la voie de l'instruction morale par envie à l'égard de cette voie, Kyokai no Michi Urayamite, on trouve que ça fait bien. Alors, mais vouloir faire ça, donc essayer d'entraîner le Genji dans cette voie, c'est d'une sordide laideur. Ito kitanaku mikurushiki koto nari. Là, il y va fort, n'est-ce pas? Car c'est vouloir ignorer que le roman poétique en tant que tel a aussi une intentionnalité foncière qui lui est propre.
Et aussi parce que l'expliquer par les autres voies, c'est ne pas se rendre compte que l'on fait obstacle à l'intention foncière de cette voie-ci, qui est essentielle, Kanyo. C'est donc en regardant le Genji comme un roman servant d'écrin, et c'est un terme qu'il utilise, Tamakushige, n'est-ce pas, lorsqu'il parle du roman Tama no Oguchi, le petit peigne, mais c'est aussi Tamakushige, l'écrin à peigne. Donc, en le présentant comme un écrin pour les poèmes qui en soulignent tous les épisodes importants, et c'est donc en le regardant ainsi que Nolinaga termine son opuscule. Traiter un objet aussi délicat avec les grilles interprétatives de textes beaucoup plus grossiers est un acte sordide, Kitanaki. Aussi continue-t-il, page 183, ligne 1, Kyokai no Kotowa, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'instruction morale, puisqu'il y a à l'étranger tout ce que l'on peut désirer comme ouvrage traitant de cette matière, il n'est nul besoin d'avoir recours ou d'emprunter, Kado, n'est-ce pas, ce roman qui en est fort éloigné, Monotoki. Lire ce roman du point de vue de l'édification morale, ce serait par exemple, Tatoeba, n'est-ce pas, comme couper un cerisier planté pour en contempler les fleurs, afin d'en faire du bois à brûler. Cet exemple nous aidera à comprendre. Puisque le bois à brûler est d'usage quotidien, quelque chose dont ne saurait se passer, il n'y a pas lieu de le décrier comme mauvais. Mais faire du bois à brûler d'un arbre qui n'est pas fait pour cela, takigi ni sumajiki ki, est détestable, nikuki. Il y aura par ailleurs quantité d'arbres dont on fera du bois à brûler. Nul besoin de couper des cerisiers pour ne pas manquer de combustible. Ce serait aller à l'encontre de l'intention de celui qui aura planté l'arbre pour en admirer les fleurs. Et le couper inconsidérément pour en faire du bois à brûler, n'est-ce pas le fait d'un sans-cœur, kokoro nakimono? Le cerisier aura toujours pour intention foncière de délecter de ses fleurs à l'émotion partagée, mono no aware no hana. Dans cette conclusion lyrique, on retrouve sans peine la substance du célèbre poème de Nolinaga. Vous savez que je vous ai rapidement décrit Shikishima no Yamato Gokoro Shitoto Waba Asashi Nyo Yamasakudabana ou Yamasakudabana. Donc, si l'on demande ce qu'est le cœur du Japon, de l'âme japonaise, donc Yamato Gokoro, eh bien, ce sont les fleurs de cerisier qui s'épanouissent, Nyo, enfin, au soleil levant. C'est un poème extrêmement célèbre parce qu'il accompagne le portrait de Nolinaga. Vous voyez que vous avez ici exactement la même idée, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi un hon-i, une intention foncière du cerisier qui est de montrer ses fleurs pour provoquer le mono no aware qui mènera à la poésie. Vous voyez, nous retrouvons presque Dogen ici dans le Sancho Doe, mais enfin, j'y reviendrai peut-être dans la leçon de conclusion. Dans cette conclusion lyrique, donc, on retrouve ce poème, et nous pouvons admirer la façon dont Nolinaga fait confluer à la fin de son opuscule, et bien que ce soit un opuscule de jeunesse, je vous rappelle qu'il a été réinséré par Nolinaga dans l'un de ses derniers ouvrages, sur le Tama no Oguchi, donc sur le Genji Monogatari. Donc il fait confluer le roman et le poème, et non seulement le poème, mais la voix de la poésie elle-même. Et nous voyons ainsi comment il redéfinit le Genji comme un Uta Monogatari, un roman à poème plutôt qu'un roman poétique, qui est pourtant bien différent d'un Issei Monogatari, qui est le type même de Uta Monogatari, où dans le Issei Monogatari, la narration ne sert qu'à introduire le poème, ce qui n'est pas du tout le cas du Genji, vous l'avez vu. Mais cette identification n'est possible que parce que le poème, comme le roman, ont un point commun essentiel, leur principe et leur fin est le mono no aware, l'état mental d'émotion entièrement indépendant de toute préoccupation morale, émotion pure fondée sur l'identification du contemplé et du contemplant. Nous sommes quand même pas loin du bouddhisme. La métaphore de la fleur qui clôt tout le livre n'est pas là fortuitement. Nous avons ainsi, je vous recommande aussi la lecture de ce
de ce texte très intéressant, c'est un véritable essai, c'est le chapitre 8 de Repenser l'ordre, repenser l'héritage, un ouvrage collectif dont Jacqueline Pigeot a fait un chapitre consacré au système de lecture de Motoori Nolinaga, consacré à la lecture du Genji Monogatari. Bien sûr, nous avons des conclusions sensiblement différentes, mais c'est beaucoup plus sérieux. Je vous invite à le lire. Donc, nous avons vu comment Nolinaga parvient dans sa présentation du Genji à le dégager de toute préoccupation morale qui pourrait le rattacher d'une façon ou d'une autre aux courants moralistes religieux continentaux. Et comment, ce faisant, il réussit à dégager admirablement des traits caractéristiques de ce roman qui le caractérisent effectivement. Il nous reste à présent à voir comment il reliera ce Genji dépouillé de tous ses ornements continentaux à ce qui est pour lui la dimension véritable de l'âme japonaise. Donc la suite à la prochaine leçon et je vous remercie pour aujourd'hui.